Imaginez un parc après la fermeture. Plus de cris d'enfants, plus de vélos, plus de chiens. Les allées sont vides, les bancs alignés sous les lampadaires projettent des ombres longues. Les structures de jeu, les toboggans, les balançoires se tiennent comme des squelettes colorés dans la nuit. Les lacs artificiels deviennent des taches noires. Les arbres forment des masses compactes. Il ne reste officiellement qu'une seule personne, l'agent de sécurité, avec sa lampe, ses clés et parfois un petit local avec des écrans de contrôle. Dans un instant, vous allez suivre 3 de ces agents, chacun dans un parc fermé différent. Aucun n'est venu chercher le frisson. Ils étaient payés pour être là, pour empêcher des intrus d'entrer, pour garder l'ordre. Pourtant, ce qu'ils ont vu, ou cru voir, ne correspondait à aucun règlement intérieur. Une aire de jeu qui refuse de rester immobile. Une caméra qui montre quelqu'un debout au milieu d'une pelouse parfaitement vide. Un sentier qui ramène toujours au même portail, même quand on marche dans la direction opposée. Avant qu'on éclaire les allées ensemble, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et écrivez en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous écoutez cette vidéo. Notez aussi si vous travaillez ou avez déjà travaillé de nuit dans un lieu vide, parc, usine, centre commercial, école. Vos expériences résonneront étrangement avec ce que ces 3 agents ont vécu. Première histoire. L'aire de jeu qui refusait la fermeture. Le parc Victor Hugo, en périphérie d'une ville francophone, n'avait rien de particulièrement effrayant le jour. Une grande pelouse, quelques arbres, un étang artificiel, une aire de jeu avec un toboggan, des balançoires, un petit mur d'escalade. Des familles, des joggeurs, des ados qui traînent près des bancs. À 21h, en semaine, un haut-parleur annonçait la fermeture. Les gens sortaient en râlant ou en riant. À 21h30, les grilles étaient fermées. Officiellement, le parc dormait. Antoine, 32 ans, était l'un des agents chargés de cette nuit du parc. Son travail commençait quand les autres se plaignaient que la journée est finie. Il arrivait vers 20h30, faisait un tour discret, laissait le personnel municipal faire son annonce. Puis, une fois les grilles fermées, prenait le relais. Il devait faire des rondes régulières, vérifier qu'aucun groupe ne s'était caché, que les clôtures n'étaient pas forcées, que personne ne campe. Au début, il trouvait ça presque apaisant. La ville semblait loin. Les lampadaires du parc dessinaient des bulles de lumière autour des allées. Le bruissement des feuilles remplaçait le brouhaha des voix. Il faisait le tour, notait l'heure, retournait au petit local près de l'entrée principale, où une bouilloire, une radio et un vieux fauteuil l'attendaient. Une nuit de septembre, alors qu'il commençait à peine à s'habituer à ce rythme, un détail le frappa lors de sa ronde de 22 heures. En passant près de l'aire de jeu, il sentit un mouvement dans le coin de son œil. Il se tourna. Une des balançoires, au bout du portique, bougeait. Pas un simple petit balancement laissé par le vent. Un mouvement net, régulier, comme si quelqu'un venait juste de la quitter. Il s'arrêta, fronça les sourcils. Il n'y avait pas de vent ce soir-là. L'air était presque immobile. Les autres balançoires, juste à côté, restaient parfaitement figées. Seule celle-là, la rouge, se déplaçait en un arc précis, de plus en plus grand, comme si un enfant invisible reprenait de l'élan. Il regarda autour de lui. Personne. Pas un bruit à part le grincement léger de la chaîne. « Il doit y avoir un courant d'air bizarre ici », marmonna-t-il, à haute voix, pour s'entendre dire quelque chose de rationnel. Il s'approcha, posa la main sur la chaîne. Le métal vibrait sous ses doigts, comme s'il retenait encore l'impulsion d'un corps. Il la stoppa net. La balançoire se figea. Il resta là quelques secondes. Rien ne bougea. Il haussa les épaules, reprit sa ronde. À 23 heures, repassant par le même endroit, il jeta un coup d'œil machinal. Toutes les balançoires étaient immobiles.
Il se sentit un peu ridicule d'avoir été troublé pour si peu. Il continua à marcher. Ce n'est que lors de la ronde de minuit que les choses commencèrent vraiment. En approchant de l'aire de jeu, il entendit un bruit qu'il connaissait trop bien, le glissement d'un corps sur un toboggan. Ce petit frottement sourd, suivi du coup léger, quand on arrive en bas. Il s'arrêta net. Une fois, puis, quelques secondes plus tard, une deuxième fois. Il accéléra le pas, déboucha dans la clairière où se trouvait l'air. Personne. Le toboggan, lisse, brillait faiblement. Pourtant, il vit sur la partie arrondie en bas une marque plus sombre, fraîche, comme l'empreinte humide d'un pantalon. Elle s'effaça lentement devant ses yeux, comme si la nuit l'absorbait. Antoine sentit les poils de sa nuque se hérisser. Il alluma sa lampe torche, balaya les alentours. Rien. Pas de ricanement, pas de silhouette derrière les buissons. Le sol, légèrement sablonneux, ne montrait aucune trace récente. Il se força à réfléchir calmement. Un chat, un renard. Peut-être, mais les marques étaient à la bonne taille pour un enfant. Et le son, si précis, ne trompait pas. Les nuits suivantes, il essaya de ne pas trop y penser. Mais une routine étrange s'installa. Vers 22h30, la balançoire rouge se mettait à bouger à nouveau, sans vent, sans raison. Toujours elle, jamais les autres. Vers minuit, un ou deux passages de toboggan retentissaient dans l'obscurité, et parfois, au loin, tout au bord de l'entendement, ce qui ressemblait à un bref éclat de rire étouffé. Il parla de tout ça à son collègue de jour, Miguel, en minimisant. « T'as déjà remarqué, la nuit, les jeux continuent un peu de vivre ?» Miguel haussa les épaules. « C'est dans ta tête. Moi, je ne reste jamais après la fermeture. Je rends les clés, je me casse. » Il rit. « T'as signé pour ça. C'est toi qui vois les fantômes. » Une soirée de novembre, après la pluie, le parc était particulièrement désert. Les feuilles au sol amortissaient les pas. Antoine, en début de ronde, sentit une lourde fatigue le prendre. Il avait enchaîné plusieurs nuits, dormi mal le jour. Il fit le tour des grilles, vérifia les cadenas, passa devant l'étang. En approchant de l'aire de jeu, à 22h10, il se dit qu'il allait cette fois éviter de regarder, pour ne pas nourrir sa paranoïa. Évidemment, il regarda quand même. La balançoire rouge bougeait. Mais pas seul. Toutes les autres aussi, pas en même temps. Comme si un groupe d'enfants invisibles jouait, montait, descendait, s'arrêtait, repartait. Certaines montaient haut, d'autres à peine. Le portique entier grinçait faiblement. Le bruit dans ce vide était insupportable. Il resta planté là, la bouche sèche, incapable d'avancer ou de reculer. La scène dura peut-être 10 secondes. Puis, brusquement, toutes les balançoires s'arrêtèrent en même temps. Pas progressivement, comme si on avait appuyé sur pause. Les chaînes se figèrent, parfaitement alignées. Le silence retomba. Antoine sentit son cœur battre jusque dans ses doigts. Il fit ce qu'on lui avait appris à ne pas faire. Il se mit à parler, comme s'il y avait effectivement quelqu'un. Le parc est fermé. C'est fini pour aujourd'hui. Sa propre voix lui parut ridicule, perdue dans la nuit. Il attendit. Rien. Mais une impression étrange s'imposa. Comme si quelqu'un, ou quelque chose, venait de prendre note de sa phrase, non pas pour obéir, pour la classer. Il termina sa nuit tant bien que mal. Le lendemain, il demanda discrètement aux anciens, ceux qui avaient dégardé le parc avant lui, s'ils avaient déjà entendu des choses la nuit, près des jeux. La plupart rirent. Un lui dit plus sérieux. « Tu sais, ce parc, avant qu'il le refasse, il y avait un autre espace de jeu plus loin. Il y a eu un accident. Un gosse est tombé d'un truc mal fixé. Ils ont tout déplacé, construit du neuf ici. Mais les habitudes, ça se déplace moins vite que les structures. » Antoine ne chercha pas à en savoir plus.
Il n'avait pas besoin de détails sordides, il avait déjà trop d'images en tête. Il se contenta, à partir de là, de changer légèrement ses rondes. Il passait plus tôt ou plus tard, évitant soigneusement cette fenêtre entre 22h et minuit, où les balançoires semblaient se souvenir qu'elles avaient un public. Malgré ça, il n'arriva pas à s'empêcher, certains soirs, de jeter un coup d'œil par la fenêtre du local, qui donnait de loin sur l'air. Une fois, vers minuit 10, il vit, très nettement, une ombre passer devant les jeux. Pas la silhouette compacte d'un intrus adulte. Quelque chose de plus bas, de plus rapide. En se penchant, le visage presque collé à la vitre, il crut apercevoir sur le sable au sol la trace éphémère de 2 petites empreintes côte à côte, puis plus rien. Il n'a jamais demandé à changer de poste. Il n'a pas non plus cherché à comprendre ce qui se passe. Il a juste appris à parler à voix basse, parfois, en passant, comme s'il faisait une annonce qu'on ne lui avait pas demandé. On ferme là. C'est fini pour aujourd'hui. Et étrangement, certains soirs, il a l'impression que le grincement des chaînes répond un peu plus vite à cette phrase qu'au vent. Deuxième histoire. Les caméras qui voyaient quelqu'un d'autre. Dans un grand parc urbain d'une ville canadienne francophone, la sécurité de nuit reposait autant sur des rondes physiques que sur des écrans. Le parc avait été modernisé. Grilles automatiques, éclairage intelligent et surtout un petit poste de contrôle avec plusieurs caméras surveillant les allées principales, les aires de jeu, le petit lac, les entrées. Karim, 28 ans, y travaillait depuis 1 an. Son job consistait, de 21h à 5h du matin, à alterner entre 2 tâches, se déplacer dans le parc pour vérifier les grilles et rester 1 heure sur 2 devant les écrans, casque sur les oreilles, à jeter des coups d'œil réguliers à chaque caméra. Les nuits étaient longues, mais bien payées. Il apportait souvent un thermos de café, mettait la radio en sourdine pour ne pas s'endormir. Un soir de novembre, alors qu'il revenait transi d'une ronde sous la pluie, il posa sa veste sur le dossier de sa chaise, se laissa tomber devant le mur d'écran. L'un montrait l'entrée principale, un autre une grande allée bordée d'arbres, un autre l'aire de jeu, un autre le lac, un autre encore une zone de pique-nique avec des tables. Tout était immobile, éclairé par les lampadaires. Il commença sa routine. Caméra 1, rien. Caméra 2, rien. Caméra 3, rien. Caméra 4. Quelque chose accrocha son regard. Dans l'image de la grande pelouse centrale, au milieu du cadre, une silhouette. Debout, immobile. Pas un reflet, pas une ombre. Une personne, manifestement, au milieu de l'herbe. Trop loin pour distinguer un visage, mais assez net pour voir qu'elle se tenait droite, face à la caméra. Karim fronça les sourcils. Il vérifia l'heure en bas de l'écran. 2h12. Le parc était fermé depuis longtemps. Personne n'aurait dû être là. Il attrapa la manette qui permettait de zoomer légèrement. L'image se rapprocha un peu. Silhouette sombre, sans détail, main le long du corps. Il ne put dire si c'était un homme, une femme, jeune, vieux. Juste quelqu'un. Il se leva, le cœur un peu plus rapide. Il prit sa lampe, sa radio, sortit du poste, claquant la porte derrière lui. L'air froid le saisit. Il longea l'allée, tourna à gauche vers la pelouse centrale. En approchant, il se força à garder un pas normal, malgré l'envie de courir. Arrivé à l'endroit approximatif où la silhouette aurait dû se trouver, il balaya sa lampe. Herbe mouillée, banc vide, aucun mouvement. Il fit quelques pas de plus, rien. Il tourna plusieurs fois sur lui-même, vérifia les alentours. Personne ne pouvait se cacher si vite sur un espace aussi dégagé. Après quelques minutes, il revint, un peu vexé de son propre affolement. De retour au poste, il se jeta presque sur les écrans. Sur la caméra de la pelouse, la silhouette était toujours là, exactement au même endroit. Debout, immobile. Il sentit son estomac se contracter. Il venait d'être à cet endroit. Il le savait. Il avait la boue sur ses chaussures pour le prouver. Et pourtant, sur l'écran,
Quelqu'un se tenait là, comme si rien n'avait changé. Il tenta de se raisonner. Problème de feed, image gelée. Il regarda attentivement. En bas de l'écran, l'horodatage continuait de défiler, seconde par seconde. La silhouette, elle, restait parfaitement figée. Il chercha un autre angle, une autre caméra, située plus loin, cadrant une autre partie de la pelouse. Il la sélectionna. La pelouse apparaissait, vide. Le même endroit, sous un autre angle, ne montrait personne. Il se retrouva donc avec cette situation insensée. Sur une caméra, une personne. Sur une autre, le même endroit, personne. Dans le réel, personne. Il se passa la main sur le visage, se pinça l'arête du nez. La fatigue pouvait faire des choses, oui, mais pas ça. Il nota l'heure et ce qu'il voyait. Il grava presque mentalement l'horodatage. 2h12. Il resta un moment à regarder. Vers 2h15, sans transition, la silhouette disparut. Pas de mouvement, pas de marche. Un quart de seconde, elle était là. Le quart de seconde suivant, plus rien. L'image redevint celle d'une pelouse vide. Les nuits suivantes, malgré lui, il guetta. Il fit ses rondes, revint au poste, lança les caméras, surveilla la pelouse à 2 heures précises. Rien. Pendant plusieurs jours, il se dit que c'était un bug isolé, une image fantôme. Une semaine plus tard, alors qu'il luttait pour rester éveillé sur son siège, clignant des yeux trop souvent, il jeta un coup d'œil machinal à l'écran de la pelouse. La silhouette était de retour. Même endroit, même attitude. Main le long du corps, face à la caméra. 2h13, cette fois. Il sentit une bouffée de chaleur monter dans sa poitrine. Il décida de ne pas sortir immédiatement. Il voulait voir si cette fois elle bougeait. Il regarda fixement. Pendant 1 minute entière, rien. Puis, très lentement, la tête sembla s'incliner d'un côté. Un mouvement à peine perceptible, comme si la silhouette se penchait, non pas vers quelque chose dans le parc, mais vers la caméra elle-même. Il eut soudain la sensation ridicule mais tenace qu'on le regardait, lui, dans cette pièce exiguë, à travers un écran. Sa radio grésilla sur le bureau. Il sursauta. Une voix, celle de son collègue d'une autre patrouille en ville, lancée sur le mauvais canal, l'appela pour une blague. Il répondit machinalement, les yeux toujours rivés à l'écran. Quand il reposa l'appareil, la silhouette avait disparu. L'horloge, pourtant, n'avait avancé que de quelques secondes. Il finit par en parler à son supérieur en termes prudents. « Je crois qu'une des caméras bug. Elle montre quelqu'un sur la pelouse alors qu'il n'y a personne. » Le supérieur haussa un sourcil, s'intéressa plus au mot « bug » qu'au reste. « On fera venir quelqu'un pour vérifier les caméras. Note les horaires. » Karim lui donna les heures. Il les écrivit, promit de s'en occuper. Un technicien vint quelques jours plus tard. Il passa une matinée à vérifier les branchements, à regarder les flux. Rien d'anormal. « Tout est nickel », dit-il en rangeant ses outils. « Vous êtes sûr que ce n'était pas une image enregistrée ?» Karim secoua la tête. L'horloge tournait. L'autre haussa les épaules. « Alors, c'était quelqu'un. Vous ne l'avez juste pas trouvé. » La 3e fois que la silhouette apparut, c'était un soir de tempête de neige. Les allées étaient blanches, les lampadaires créaient des cônes lumineux flous. Le parc était encore plus désert que d'habitude. Karim, en voyant la forme sombre au milieu du blanc sur l'écran, ressentit quelque chose de différent. La silhouette se détachait nettement sur la neige. Elle était plus concrète. Il n'avait aucune envie de sortir dans le froid mordant. Mais l'idée de rester là, à regarder sans rien faire, lui était devenue insupportable. Il enfila sa parka, son bonnet, ses gants, prit sa lampe, sortit. L'air glacé lui brûla les poumons. La neige crissait sous ses chaussures. Il se hâta vers la pelouse. Arrivé à l'endroit exact que montrait la caméra,
Il ne vit rien, juste ses propres traces de pas qui se dessinaient, faisant un chemin direct depuis l'allée. Il se retourna. Derrière lui, ses pas formaient une ligne claire. Devant lui, rien d'autre que la surface vierge de neige. Aucune autre empreinte. La lampe balayait l'espace, vide. Il resta un moment, les joues fouettées par le vent, à se demander ce qu'il faisait là. Il pensa à crier un « Hé !» ridicule, il ne le fit pas. Il rentra au poste, les dents serrées. Devant l'écran, la silhouette était toujours là. Elle n'avait pas bougé. Seule la neige autour semblait légèrement différente, comme si un léger voile était tombé dessus depuis qu'il était sorti. Il se regarda dans un autre écran, celui qui montrait l'entrée du poste. Il se vit entrer, secouer la neige de ses épaules. Pendant un instant, une idée dérangeante lui traversa l'esprit. Et si, sur la caméra de la pelouse, ce n'était pas quelqu'un d'autre, mais lui, dans un autre temps, dans un autre cycle, figé à l'endroit où il serait allé plus tard. Il chassa cette pensée comme on chasse un insecte. Pendant des mois, la silhouette continua d'apparaître, à intervalles irréguliers. Jamais longtemps. Toujours à peu près à la même zone. Parfois, en se penchant, il croyait distinguer un détail nouveau. Un manteau plus long, une capuche, un bras légèrement levé. Il apprit à ne plus sortir systématiquement. Il se contentait de noter l'heure, de laisser l'image faire ce qu'elle voulait. Ce qui le hante encore n'est pas ce qu'il a vu, mais ce qu'il a fini par trouver, un jour, en rangeant de vieux dossiers dans le local. Une boîte en carton pleine de papiers divers, des anciennes consignes, des plans du parc, des listes d'agents. Sur une feuille datée d'une dizaine d'années, un incident était mentionné. 2h15, signalement par caméra d'un individu immobile sur la pelouse centrale. Vérification sur place. RAS. Note. Phénomène déjà observé à plusieurs reprises par différents agents. Hypothèse, reflet ou bug. Plusieurs noms d'agents, qu'il ne connaissait pas, étaient signés dessous. Il réalisa alors que ce qu'il prenait pour son expérience n'était qu'une répétition. Que d'autres, avant lui, avaient déjà regardé ce même écran, à ces mêmes heures, s'étaient déjà levés de cette même chaise pour aller marcher sur cette même pelouse, dans la neige ou sous la pluie, pour ne trouver que leurs propres traces. Et que, peut-être d'une certaine manière, la silhouette que la caméra montrait était la somme de toutes ces tentatives ratées de attraper quelqu'un. Depuis, il se surprend parfois, même en journée, en passant devant un parc fermé, à lever les yeux vers les poteaux de caméra. Il se demande combien d'images, en ce moment même, tournent en boucle, montrant des gens qui ne sont pas là, enregistrant des présences qui ne se laissent pas vérifier. Troisième histoire. Le portail qui ramenait toujours au même sentier. Au Québec, certains parcs fermés ne sont pas des parcs urbains avec des bancs et des balançoires, mais des bouts de nature qu'on a décidé de contrôler. Le parc de la Forêt du Cerf, à quelques kilomètres d'une petite ville, était l'un de ces endroits. Des sentiers balisés, des panneaux éducatifs, un petit centre d'accueil avec des toilettes et des cartes. Après un accident, un randonneur porté disparu pendant des jours, retrouvé à gare. Sans explication claire, la décision fut prise de fermer le parc au public pour une durée indéterminée. En attendant que les autorités décident quoi faire, on engagea des agents de sécurité pour surveiller l'entrée principale, faire des rondes sur les premiers mètres de sentier, s'assurer que personne ne franchissait les barrières interdites au public. Louis, quarantaine, ancien militaire, prit un de ces postes. Il se disait que garder un portail dans la forêt serait toujours plus agréable que surveiller un centre commercial. Sa cabane de garde se trouvait à l'entrée du parc, près d'un grand panneau présentant la carte des sentiers. Un parking vide s'étalait devant lui, bordé de quelques arbres. La grille métallique, fermée par une chaîne, barrait l'accès au sentier. Derrière, on voyait le début du chemin, bien entretenu, disparaissant entre les troncs. Sa mission était simple, dissuader les curieux, appeler la gendarmerie si quelqu'un insistait.
faire 2 ou 3 allers-retours sur le début du sentier la nuit avec sa lampe pour vérifier que personne n'avait tranché la clôture plus loin. Les premières nuits furent tranquilles. Quelques voitures qui venaient de se garer lisaient le panneau fermé, repartaient. 1 ou 2 jeunes qui tentaient de passer, qu'il renvoyait gentiment. Une nuit sans lune, alors qu'il faisait sa routine de minuit, quelque chose commença à l'inquiéter. Il décida de marcher un peu plus loin que d'habitude dans le sentier principal. Il aimait la sensation du sol forestier sous ses bottes, l'odeur de la mousse et de la terre. Sa lampe dessinait un tunnel de lumière entre les troncs. À une centaine de mètres de la grille, un petit panneau de bois indiquait « Boucle des érables, 3 kilomètres ». Il nota mentalement, se dit qu'un jour, quand le parc rouvrirait, il ferait cette boucle en journée. Il continua encore un peu jusqu'à un virage. Il se retourna, vérifia derrière lui. La grille, au loin, était encore visible, petit rectangle brillant sous un lampadaire. Satisfait, il fit demi-tour. Le chemin était simple, sans bifurcation. Il marcha à un rythme régulier, comptant ses pas par habitude. Quand il estima être revenu à hauteur du panneau « Boucle des érables », il leva la lampe. Rien, juste le sentier. Il haussa les épaules, continua. Au bout de quelques minutes, il s'arrêta, fronça les sourcils. Devant lui, la grille, le portail d'entrée, le parking vide, la cabane. Il s'arrêta net. Cela n'avait aucun sens. Il avait fait demi-tour une seule fois. Il n'avait pas pris de sentier latéral. La topographie ne permettait pas une boucle si courte, et pourtant, le voilà revenu au point de départ. Il regarda derrière lui. Le sentier se perdait dans l'obscurité, rectiligne. Il se dit qu'il avait mal jugé la distance, qu'il avait tourné plus tôt qu'il ne le pensait. Il revint à sa cabane, nota l'heure. Minuit 20. La nuit suivante, par curiosité, il refit l'expérience. Il marcha jusqu'au panneau « Boucle des érables », cette fois en le touchant du doigt pour être sûr d'être allé au bon endroit. Puis il fit demi-tour, revint. À mi-chemin, il sentit un léger vertige, une sensation de déjà-vu plus forte que d'habitude. Et de nouveau, la grille apparut devant lui, plus tôt qu'elle n'aurait dû. Il vérifia sa montre. Le temps écoulé ne correspondait pas à la distance. Il commença à jouer avec l'idée que le sentier, la nuit, ne se comportait pas comme le jour. Ce genre de pensée l'agaçait. Il se méfiait de son esprit, nourri de récits de soldats perdus dans des patrouilles, de rumeurs sur des zones où la boussole tournait mal. Il décida de pousser plus loin. Une 3e nuit, il partit avec un rouleau de ruban réfléchissant et un marqueur. Il s'arrêta au panneau « Boucle des érables », y colla un morceau de ruban, écrivit au marqueur l'heure 00h05. Puis il continua le sentier au lieu de faire demi-tour. Il marcha un bon quart d'heure, posant des petits morceaux de ruban sur les branches à intervalles réguliers, comme des cailloux de petits poussets modernes. Au bout d'un moment, il eut l'impression que le sentier se répétait. Un tronc couché à moitié sur le côté, un rocher à gauche, une petite montée, puis un virage. Il reconnut des détails. Il se dit que c'était normal, que la forêt se ressemble. Puis sa lampe accrocha un morceau de ruban sur un panneau. Le panneau « Boucle des érables », avec son propre trait de marqueur 00h05. Il resta devant, la gorge serrée. Il venait de marcher tout droit. Il en était sûr. Il avait tourné le moins possible. Et pourtant, il était revenu à ce point d'origine sans jamais avoir fait de boucle consciente. Il se retourna, balaya les arbres avec sa lampe. Les petits morceaux de ruban qu'il avait collés parsemaient les branches autour de lui, comme si le sentier l'avait ramené là en repliant l'espace. Il retourna à la grille plus vite qu'il ne l'aurait voulu. Il ferma sa cabane, s'assit, tenta de rationaliser. La nuit déforme les distances. Les arbres se ressemblent. On se trompe. Il se le répéta comme un mantra. Une semaine plus tard, un événement vint ajouter une couche à son malaise. Vers 3 heures du matin, alors qu'il somnolait dans son fauteuil,
Un bruit le tira de sa torpeur. Un cliquetis métallique. Le son familier de la chaîne du portail qu'on ferait glisser. Il se redressa, sortit précipitamment. La grille était entr'ouverte. La chaîne pendait, desserrée, comme si quelqu'un avait ouvert puis refermé sans verrouiller. Il sentit la colère monter. Quelqu'un avait-il osé forcer le passage pendant qu'il somnolait? Il sortit sa lampe, appela un « et » qui se perdit dans la nuit. Personne sur le parking. Le sentier, derrière la grille, muet. Il referma la grille, remit la chaîne, vérifia 2 fois le cadenas. Il décida, malgré l'heure, de faire un tour rapide sur le sentier, pour s'assurer que personne ne s'y était engouffré. Il marcha jusqu'au panneau « Boucle des érables » qui le narguait maintenant. Là, quelque chose au sol attira sa lumière. Une empreinte de chaussure, récente, pas la sienne. La semelle était différente, plus large, plus plate. Elle allait dans le sens du parc, pas dans celui de la sortie. Il suivit les traces. Elles étaient irrégulières, parfois nettes, parfois presque effacées sur le sol forestier. Elles semblaient hésiter, tourner, revenir, repartir. Parfois, il les perdait, puis les retrouvait plus loin. Toujours dans le même couloir d'arbres, toujours ramenant vers le même panneau. La sensation d'être dans un espace qui se refermait sur lui, comme un couloir qui se replie, le prit à la gorge. Au bout d'un moment, il tomba sur une empreinte différente, plus profonde, comme si la personne avait glissé, s'était rattrapée. À côté, dans la terre, 3 marques parallèles, comme des griffures. Il pensa à un bâton, à une racine. Mais la façon dont ces marques étaient alignées, à la même distance, lui rappela étrangement des doigts. Il décida d'arrêter là pour cette nuit. Il repartit vers la grille, le cœur lourd. À l'entrée, un détail le fit s'arrêter net. Sur le grand panneau en bois présentant la carte du parc, quelqu'un avait tracé, à côté des sentiers balisés, une petite croix rouge, à la main, à un endroit précis de la boucle des érables. Un endroit qui, sur le dessin, ne correspondait à aucun embranchement, aucune aire de pique-nique. Juste un point au milieu des arbres. La croix n'était pas là l'après-midi où il avait pris son poste. Il en était sûr. Qui l'avait dessinée? Quand? Et surtout, qu'est-ce qui, dans ce coin précis, méritait d'être marqué? Les nuits suivantes, il évita soigneusement de s'aventurer aussi loin. Il resta près de la grille, fit de petits allers-retours, se contenta de vérifier la chaîne. Il avait l'impression, parfois, en se tenant juste derrière le métal, que la forêt, de l'autre côté, poussait contre silencieusement. Pas physiquement, mais avec toutes les boucles de pas, de marches, d'allers-retours qui n'avaient jamais trouvé de fin. Son contrat se termina quelques mois plus tard, quand les autorités décidèrent finalement de transformer le parc en réserve intégrale, interdite au public. Le portail fut renforcé, des caméras ajoutées, la cabane vidée. Louis partit sur un autre site, plus banal. Pourtant, certains soirs, en zappant devant la télévision, il tombait sur des images de forêts, de sentiers, de barrières. Il sentait alors, dans son corps, ce même trouble que la première fois où il avait vu le panneau « Boucle des érables » revenir comme par magie. Il se demandait combien de gens, avant l'accident qui avait officiellement justifié la fermeture, avaient marché là de nuit ou de jour, avec la sensation désagréable d'être ramené toujours au même endroit. Et si, en fermant le parc, on avait vraiment empêché quiconque d'y entrer, ou si on avait simplement laissé, derrière les grilles, des trajectoires inachevées tourner en rond. 3 agents, 3 parcs fermés, 3 nuits où l'ordre attendu, un lieu vide, des portes fermées, des rondes réglées, s'est fissuré. Antoine, dans son parc de quartier, a découvert que l'aire de jeu n'acceptait pas totalement l'idée de rester inerte après la fermeture, comme si les habitudes des enfants laissaient derrière elles un mouvement persistant. Karim, devant ses écrans, a vu une silhouette se tenir au milieu d'une pelouse sans jamais pouvoir la rejoindre, comme si la caméra enregistrait un autre plan de la réalité. Louis, enfin, à la grille d'un parc naturel,
a senti les sentiers replier l'espace pour ramener toujours au même point, comme si la forêt elle-même n'aimait pas que certaines boucles restent incomplètes. On peut expliquer beaucoup de choses, la fatigue, la répétition des gestes, les illusions d'optique, les reflets, les bugs électroniques, les souvenirs d'accidents passés. Et c'est sans doute une grande partie de l'histoire. Mais ceux qui gardent des lieux vides la nuit savent qu'il y a un autre niveau. Celui où les habitudes humaines, fermer, ouvrir, jouer, marcher, surveiller, s'impriment dans un endroit au point de continuer sans nous. Un parc fermé n'est pas seulement un parc sans public, c'est aussi un espace où les routines continuent de tourner, parfois avec un acteur de moins ou un de trop. La prochaine fois que vous verrez un agent de sécurité faire une ronde dans un parc après la tombée de la nuit, rappelez-vous qu'il ne surveille pas uniquement des grilles et des bancs. Il traverse aussi des horaires, des gestes, des traces que les autres ont laissées sans s'en rendre compte. Et si un soir, vous passez près d'un parc fermé et entendez derrière les grilles le grincement d'une balançoire, le bruit d'un pas sur la pelouse ou la rumeur étouffée de la forêt, demandez-vous si c'est juste le vent ou quelque chose qui refuse encore d'être complètement au repos. Écrivez en commentaire de quelle ville et de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous avez écouté cette vidéo. Dites-nous aussi si vous travaillez de nuit ou si vous avez déjà ressenti dans un parc, un terrain de jeu ou un sentier, cette impression que le lieu, plus que les gens, décidait de la façon dont la nuit allait se passer. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like si ces récits vous ont marqué et proposez-nous d'autres thèmes. Les parcs ferment leurs grilles, mais la nuit, elle, ne met jamais de cadenas.